Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. On commence tout de suite avec le deuxième tome de la série Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, Le Talisman. J'ai découvert Le Chardon et le Tartan grâce à ma meilleure amie qui, depuis des mois, voire des années, me dit il faut que tu regardes la série Outlander, c'est trop génial, tu vas adorer, j'en suis sûre. Mais comme j'ai su que la série télé avait été adaptée d'après les romans, je me suis dit, dans un premier temps, je vais lire le tome 1, et si ça me plaît, je regarderai la série. Et j'ai adoré ce tome 1, donc j'ai forcément regardé la série. J'ai commencé Le Chardon et le Tartan il y a un moment maintenant, du coup, avec le tome 1, et dès que j'ai eu fini le tome 1, j'ai enchaîné tout de suite avec la première saison, et j'ai trouvé tellement fidèle, et c'était tellement bon que j'ai pas pu m'empêcher, j'ai enchaîné tout de suite avec le tome 2, que j'ai lu donc et dont je vais vous parler dans cet update. Dans Le Talisman, quand on débarque dans ce bouquin, la première impression que j'ai eue c'est mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un épisode ou comment ça se passe? Et en fait c'est exactement ça, on arrive à un moment auquel on s'attend pas du tout parce qu'on a quitté les personnages à un certain moment de leur aventure et on s'attend à les retrouver tout de suite au même endroit ou au moins un peu plus tard quoi. Et pas des siècles après et ça m'a un peu gênée dans le sens où je me suis dit non, mais moi je voulais savoir d'abord ce qui se passe avant, je veux pas savoir ce qui se passe après et ensuite revenir. Parce que du coup c'est ça en fait, on sait ce qui se passe après et ensuite seulement on revient sur ce qui se passe avant. Donc, c'est pas très très clair. Et puis le gros point négatif de ce début de ce roman, c'est mais où est passé Jamie? C'est mon personnage préféré, forcément j'ai envie de dire, comme beaucoup de monde. Le fait qu'il soit pas là, ça m'a tellement gênée en fait. J'avais qu'une envie, c'était retourner auprès de lui et un peu comme Claire, en fait je me suis sentie vraiment comme Claire. Il me manquait à un point et pourtant on peut pas dire que je suis tombée sous le charme vraiment. Je suis pas vraiment tombée amoureuse du personnage comme ça peut arriver parfois dans certains romans. Mais je sais pas, il me manquait vraiment quand même terriblement et j'ai eu un peu de mal au début. Et après quand on le retrouve, mais c'est parfait quoi, enfin je veux dire... Alors l'ambiance est totalement différente du premier tome et donc de la saison 1 aussi puisqu'ils ont fait un tome, une saison. Dans le premier tome, donc on est en Écosse avec les Highlanders, enfin, les paysages sont sublimes, l'ambiance est particulière parce qu'il y a la langue, le mode de vie, etc. Et là on se retrouve en plein Paris, le style de vie est radicalement différent et j'ai été très étonnée que Claire et Jamie puissent s'adapter aussi facilement, plus facilement d'ailleurs pour Jamie, ce qui était encore plus étonnant. Et j'ai été bouleversée par ce tome, il leur arrive des choses mais c'est terrible, c'est monstrueux et leur amour n'en est que plus fort et enfin, c'est vraiment génial, voilà, c'est terrible mais en même temps c'est génial et s'ils subissaient pas autant d'épreuves, je pense qu'on n'aurait pas autant de puissance dans leurs sentiments et ils vivent la vraie vie de l'époque et c'est tellement triste et dramatique et pourtant ce qui ressort par-dessus tout c'est l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre, la passion qu'ils ont tant sentimentalement que physiquement, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs en parlant de leur passion physique, la toute dernière scène où ils sont ensemble, mais c'est bouleversant. On s'attend pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Je vais pas trop vous en dire non plus, je vais pas vous spoiler si vous n'avez ni vu la saison 2 ni lu le tome 2. Mais franchement, foncez, c'est une série, je parle de la série littéraire là en l'occurrence, qui est vraiment exceptionnelle, le style de l'auteur est fantastique, il y a beaucoup de descriptions mais c'est fluide, on accroche vraiment au style. Si jamais vous avez la flemme de lire les romans, n'hésitez pas à regarder la série et même si vous avez lu les romans, n'hésitez pas à regarder la série parce que les acteurs sont exceptionnels. Le mec qui joue Black Jack Randall, il est mais genre génialissime, on peut que le haïr quoi, c'est pas possible autrement. Tous, ils sont juste vraiment exceptionnel et les paysages sont sublimes. Alors on navigue dans cette deuxième saison, du coup on navigue entre l'Écosse et Paris, d'abord Paris ensuite l'Écosse d'ailleurs, mais c'est extraordinaire quoi, le décor, les costumes, les personnages, l'ambiance, l'histoire, c'est incroyable. Et du coup là la saison 3 va arriver en septembre, j'attends un petit peu du coup pour enchaîner avec le tome 3 pour pas avoir besoin d'attendre entre ma lecture et le visionnage de la saison 3. En tout cas, je remercierai jamais assez Diane de m'avoir fait découvrir cette série parce que c'est vraiment un coup de cœur énorme, autant pour les livres que pour la série télé. Foncez, c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai ensuite lu Tortuga de Valerio Evangelisti aux éditions France Loisirs. C'est une lecture qui m'a été conseillée par mon beau-frère, donc je l'ai lu et j'ai souffert avec ce bouquin. Le style de l'auteur, c'était haché, il y avait des répétitions tout le temps, l'auteur se répète, il dit exactement les mêmes choses. Dans l'histoire même, il se passe toujours la même chose, c'est que des actions qui sont répétées et répétées. Alors effectivement, c'est des pirates, donc on suppose qu'il va y avoir beaucoup d'abordages, mais c'est trop, il y a une histoire de fond qui pourrait être tellement plus approfondie justement, et j'ai trouvé ça tellement dommage. En plus, le vocabulaire de la marine, et il donne à aucun moment aucune explication.
Donc moi j'étais en version papier, donc ça m'a beaucoup dérangée. Peut-être que si je l'avais lu en version numérique, j'aurais été moins gênée parce que j'aurais pu avoir la définition des mots. Et là, tout le terme technique des bateaux, c'était vraiment lourd. Il parlait de choses, mais je pouvais que imaginer de quoi il parlait, mais en fin de compte, il pouvait très bien parler d'une voile, et moi je pensais qu'il parlait du plancher. C'était beaucoup trop technique pour le niveau du roman, qui pourtant est absolument compréhensible par ailleurs, mais ça m'a complètement déroutée et franchement gênée dans ma lecture. Je passais un bon moment à certains endroits, je souriais, et 2 secondes plus tard, je faisais la tronche, quoi, parce que il y avait un mot que je comprenais pas, et du coup ça me frustrait. Et j'ai pas envie d'avoir un dictionnaire à côté de moi quand je lis un bouquin. C'était tellement compliqué de mettre un glossaire à la fin ou au début du roman pour expliquer les termes, parce qu'en plus c'est des termes qui reviennent tout le temps, c'est pas à chaque fois un mot différent, donc il utilise plusieurs fois les mêmes mots. C'était trop incompréhensible pour moi. L'histoire en elle-même, je l'ai comprise, il n'y avait pas de souci, c'était vraiment simple à comprendre. Je me suis attachée à certains personnages, mais pas du tout au personnage principal. Je l'ai détesté du début à la fin. Je l'ai trouvé hypocrite, presque stupide, alors que pourtant c'est un des plus intelligents qui se trouve sur les bateaux, toute la flotte comprise. Et alors la violence, je m'y attendais à ce qu'il y ait de la violence, je veux dire c'est des pirates, c'est pas non plus les bisounours. Mais d'un côté c'est presque ça qui a donné ses points au roman, c'est que c'était tellement violent et monstrueux et horrible qu'à un moment je me suis dit mais c'est pas possible, le mec, l'auteur, il était sur le bateau et il a vraiment vécu ce qu'il raconte et il a pris des notes vraiment précises et il fait que recopier ses notes. Donc c'était vraiment le reflet de ce que moi je pense être la réalité de la vie de pirate à l'époque. Mais là justement le fait que ce soit trop réaliste, ça m'a tuée. Dans cette histoire, on va rencontrer un ancien jésuite qui va être capturé par un pirate et on va suivre ses aventures avec la flotte des pirates, de bateau en bateau, etc. Et à un moment, il y a la cale qui va être complètement inondée et tous les esclaves à bord du bateau vont mourir, sauf une esclave qui, comme par hasard, est très jolie, même si elle est noire. Alors ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans ma lecture. C'est le racisme qui transparaît dans ce bouquin. Ça transparaît même pas, ça dégueule du bouquin tellement c'est omniprésent. Je me sentais vraiment mal à certains moments. Je me suis dit mais pourquoi je lis ça? Pourquoi je m'oblige à lire ce truc? Je vais revenir sur l'esclave. Lui il va tomber amoureux et à la fin du roman il y a un retournement de situation. J'étais dégoûtée. Finalement j'aurais même pas dû lire ce livre depuis le début, presque je m'attendais à être déçue. Je l'ai quand même fini parce que même si le vocabulaire utilisé par l'auteur est trop technique et même s'il y a beaucoup de répétitions, c'était paradoxalement hyper fluide comme lecture, et une fois que je commençais un chapitre, les pages défilaient toutes seules. C'est le seul avantage vraiment énorme que je trouve à ce bouquin, c'est qu'il était tellement terrible que si en plus j'avais dû me faire braire à lire, ça aurait été une horreur. Après avoir terminé Tortuga, j'ai enchaîné avec Madame Butterfly de Benjamin Lacombe. Ce livre me faisait envie depuis très longtemps. Benjamin Lacombe, c'est l'illustrateur de ma vie. Madame Butterfly, c'est une adaptation de l'opéra du même nom. On va rencontrer un Américain qui arrive au Japon pour trouver des investisseurs pour sa boîte, et à l'époque il était de coutume, quand on arrivait au Japon pour faire des affaires, de se marier avec une japonaise, et lui il va tomber sous le charme d'une jeune femme qu'il va appeler Madame Butterfly parce que elle possède un kimono sur lequel il y a plein de papillons. Et donc il va s'installer avec elle, ils vont avoir une maison, elle va tomber follement amoureuse de lui, alors que lui de son côté, même s'il l'aime aussi beaucoup, il considère qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre, et pour lui c'est simplement le temps qu'il est au Japon. Une fois qu'il rentrera aux États-Unis, il sera libre. Il repart aux États-Unis et plusieurs années plus tard il revient au Japon. Madame Butterfly, c'est l'histoire de ce couple improbable, leur rencontre, leur mariage, leur semblant de vie commune et le désarroi de Madame Butterfly quand son mari s'en va et leur retrouvaille. Il est aussi beau au niveau du texte, c'est poétique, c'est vraiment joli, que au niveau des illustrations. C'est un bel objet livre, il est en accordéon, tout le livre se déplie. Les illustrations de Benjamin Lacombe sont extraordinaires. Il y a beaucoup de textes, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de textes. Vous avez des pages complètes. Mais finalement c'est bien parce que ça nous permet de vraiment appréhender l'histoire et de comprendre vraiment ce qui se passe. C'est divisé en actes vu qu'il s'agit d'un opéra à la base. Je suis vraiment contente qu'il ait rejoint ma bibliothèque. C'est un vrai coup de cœur, autant je vous dis pour l'histoire qui est belle, poétique, très triste, que pour le livre en lui-même qui est vraiment un magnifique objet. Franchement je vous le conseille. Le roman que j'ai lu ensuite a été une véritable révélation. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente de mon book haul du mois de mai.
Je vous en ai parlé rapidement parce que j'avais aussi acheté un autre roman de cet auteur. Il s'agit de Les étoiles de Nos Head de Sophie Jomain. Donc là c'est le premier tome, Vertige, aux éditions Pygmalion. C'est l'édition hardback illustrée par Marie-Laure Barbé-Granvaux. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur et l'illustratrice qui m'ont fait une super dédicace. Je vous dis que ça a été une véritable révélation parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour un roman. À tel point que ça c'est le tome 1, mais j'ai enchaîné les tomes 2, 3, 4 et 5 dans la foulée. Je vais commencer par le livre en lui-même, donc il est sublime comme vous pouvez le constater. Les illustrations sont incroyables. L'illustratrice a fait un travail vraiment exceptionnel. Elle était fan de l'histoire et en fait c'était un peu un rêve pour elle de pouvoir dessiner ses personnages et elle a eu la chance de collaborer avec Sophie Jomain. C'est mon auteur chouchou du moment, voilà, j'ai craqué quoi. Quand on est fan d'Harry Potter comme moi, on cherche toujours Harry Potter c'est fini et maintenant qu'est-ce que je vais lire qui me fera sentir aussi bien et tellement à fond dans une histoire quoi. Et en fait je me suis rendu compte en lisant Les étoiles de Nos Head qu'il y avait une autre série, une autre saga qui m'avait fait le même coup à l'époque quand elle était sortie, c'était Twilight. Et à l'époque je me rendais pas vraiment compte, mais maintenant que j'ai lu Les étoiles de Nos Head et que j'ai exactement le même sentiment pour cette histoire là, je me dis mais oui effectivement déjà Twilight à l'époque m'avait fait ressentir vraiment énormément d'émotions et c'était juste une saga coup de cœur. Les étoiles de Nos Head ça se passe en Écosse, donc en plus on a les paysages, enfin le décor sublime. Anna qui est donc le personnage principal va avoir 18 ans et comme tous les étés elle va passer les grandes vacances chez sa grand-mère paternelle en Écosse alors qu'elle vit avec ses parents à Paris. Elle est un peu dégoûtée parce que voilà elle va avoir 18 ans le 25 juillet et elle a pas envie de fêter ses 18 ans toute seule paumée en Écosse. Et finalement elle va passer le plus bel été de sa vie, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Leith. Il est un peu mystérieux, il est beau, il est grand, il est brun, il a une cicatrice qui lui barre le visage, donc ça fait un peu bad boy. C'est de la littérature fantastique, il y a des créatures fabuleuses, je vais pas vous dire exactement lesquelles, si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, ce serait un peu vous gâcher la surprise. Franchement, foncez, lisez-le, c'est un vrai coup de cœur, enfin c'est génialissime. Les sentiments qui sont décrits, la mise en place de la relation entre Anna et Leith, les personnages secondaires, c'est juste extraordinaire. Gwen m'a fait totalement craquer. Les parents d'Anna sont géniaux. Franchement, c'est magnifique. L'ambiance qui se dégage du roman, c'est génial. Et la plume de l'auteur, mais c'est tellement fluide. Elle a une histoire qu'elle veut raconter, elle la raconte, mais elle la raconte pas seulement pour sortir de sa tête qui s'y passe. Elle la raconte aussi dans le but de faire vivre ses personnages, de nous faire prendre du plaisir et c'est vraiment génialissime. Allez-y, foncez. Les étoiles de Nos Head, c'est un 5 tomes et ça se dévore mais à une vitesse incroyable. Je vous en reparle dans mon prochain update lecture pour vous parler rapidement des tomes 2, 3, 4 et 5. Je vais terminer cet update lecture avec un film d'animation et non pas un livre cette fois-ci. Je vous en ai parlé dans ma wishlist du mois de juin. Il s'agit du Grand Méchant Renard et autres contes que je suis allée voir au cinéma la semaine suivant sa sortie, me semble-t-il. J'avais beaucoup aimé la bande dessinée, j'avais passé un très bon moment, c'était frais, c'était drôle, les dessins étaient géniaux, c'était vraiment bon, je m'étais éclatée à lire cette BD. La première scénette qui nous a été présentée, c'était la cigogne, l'histoire de la cigogne qui donne donc ce bébé aux lièvres et aux canards en leur demandant de déposer cette petite fille à sa maison parce que soi-disant la cigogne s'est blessée l'aile en se cognant dans un arbre alors qu'en fait pas du tout, elle avait juste la flemme de faire son boulot. C'était assez rigolo. Les personnages du lièvre et du canard sont des personnages qu'on ne voyait pas beaucoup dans la bande dessinée parce que la bande dessinée se concentrait uniquement sur l'histoire du Grand Méchant Renard qui est la deuxième scène qui nous a été présentée. Je parle de scène parce que c'était exactement ce que c'était, une scène de théâtre qui, quand on démarre le film d'animation, s'ouvre sur une scène avec un rideau et les personnages qui sont derrière en train de préparer la scène justement pour les spectateurs et donc nous on est spectateurs de cette pièce de théâtre et le renard arrive pour nous présenter les scènes au fur et à mesure et donc on commence avec cette scène de la cigogne et donc les personnages du lièvre et du canard m'ont profondément saoulée mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où je me suis dit mais c'est pas possible d'être aussi bête. C'était drôle parce que voilà ils sont stupides. À côté de ça t'as le cochon qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour les éviter parce que lui il en a marre de les voir ces deux-là. Mais en même temps, il peut pas s'empêcher de rester avec eux parce qu'ils risquent leur vie, ils font vraiment n'importe quoi et ça en devient dangereux pour toute la communauté de la ferme. Donc le cochon s'embarque avec eux et cette histoire
livraison du bébé à ses parents, mais c'était hilarant quoi. Ensuite, donc on a eu droit au Grand Méchant Renard qui était extrêmement fidèle à la bande dessinée. C'était bulle par bulle, planche par planche, exactement ce que j'ai découvert dans la bande dessinée, donc ça m'a vraiment plu de retrouver ça. Même si du coup j'ai beaucoup moins ri au cinéma parce que je connaissais déjà un peu les tenants et les aboutissants de l'histoire, je connaissais les chutes, je connaissais les blagues, c'était un peu moins drôle. Et la dernière scénette avec le Père Noël, donc le lièvre qui pense qu'il a assassiné le Père Noël et qui s'embarque avec le canard et le cochon, donc qui essaie toujours de leur sauver les fesses. Pour essayer de distribuer tous les cadeaux à la place du Père Noël. C'était aussi amusant, bon, Noël c'était pas trop la période donc c'était un peu décalé. J'ai quand même passé un très très bon moment au cinéma. La seule chose qui m'a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup gênée, à la fin je me suis sentie presque mal pour les gens qui avaient réalisé ce film en fait, c'est que juste avant le film, donc il y avait les bandes annonces et ils ont passé la bande annonce de Moi Moche et Méchant 3. Et autant j'ai souri plusieurs fois pendant Le Grand Méchant Renard et autres contes, autant je me suis pissée dessus de rire devant la bande-annonce de Moi Moche et Méchant 3. Et j'ai trouvé ça tellement dommage parce que c'était pas le même niveau quoi, enfin je sais pas, j'ai plus ri au visionnage de la bande-annonce que pendant le film animé pour lequel j'étais venue. Et du coup ça m'a beaucoup déçue. J'ai passé un bon moment mais j'aurais pu m'en passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des romans que je vous ai présentés ou le film dont je vous ai parlé qui vous font envie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le pouce bleu, le pouce rouge, vous savez comment ça fonctionne. Abonnez-vous également à la chaîne, ça me fera très plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!